session se tient donc aujourd'hui et c'est une présentation globale de la plateforme. Donc on va passer à travers différents produits de la plateforme, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, mais Enrico aura l'occasion de vous parler de ça tout en détail. Alors pour ceux qui sont intéressés aux 3 prochaines sessions, donc la prochaine session aura lieu le jeudi 21 janvier, c'est toujours aux mêmes heures de 10h à 11h30. Je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont aussi inscrites à cette session-là. Et cette deuxième session, juste pour information, elle se concentrera essentiellement sur l'analyse et l'intelligence artificielle. Donc, on ira plus loin que ce qu'on aura présenté aujourd'hui, mais on reviendra sur le fin de cette présentation-ci, sur le planning de la prochaine session. Le 4 février, pour les amateurs de données lidar et de drones, ce sera le cœur de la session du 4 février. Et alors, si vous souhaitez regarder comment évoluer, comment avancer, parce que la plupart d'entre vous ont le potentiel de cette plateforme et à mon sens, le sous-exploitent, on prendra des rendez-vous, ce sera plutôt là par organisation, hein, pas tout le monde ensemble, parce qu'on en est vraiment trop pour discuter de ce genre de choses. Et on pourra discuter avec vous comment utiliser ou des cas particuliers par rapport à vos organisations, vos besoins et vos problématiques. Donc voilà, pour démarrer, je vais donc passer la parole à Enrico. Alors juste un petit mot, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de le faire interactif, hein. Pour ceux qui connaissent Enrico, il est souvent très vivant dans ses présentations. Et pour éviter effectivement d'attendre trop longtemps pour les questions, on va essayer d'y répondre au fil du temps, mais sauf si effectivement on a des impératifs horaires et on devra peut-être couper, on reviendra vers vous alors et on s'en excuse déjà d'avance. Donc merci à tous et la parole est à toi Enrico. Merci beaucoup Dominique. Bon, pour qui me connaît, je sais déjà de quoi il s'agira comme formation. Autre la difficulté de la matière éventuellement, si vous êtes là, en tout cas vous êtes intéressé sur ça, il y aura la difficulté de l'accent. Donc il faudra faire avec, c'est pas un problème d'audio, mais c'est vraiment mon accent. Donc voilà, comme l'a dit Dominique, bon, on passera en revue pendant cette première partie, ça sera un peu haute vol, en tout cas c'est un peu une introduction sur les possibilités qui ont été développées au sein de SRI Belux pour l'imagerie dans la plateforme ArcGIS. Encore, si vous avez des questions, interrompez-moi pour qu'on puisse répondre tout de suite aux questions. Et donc, alors, le son est très difficile, je suis la seule, ce n'est pas une question d'accent. Bon, je ne sais pas si tout le monde peut bien m'entendre, normalement il ne doit pas avoir d'écho. J'espère que c'est seulement un problème de Nathalie. Bonjour Nathalie. Donc voilà, comme l'a dit Dominique, c'est la première partie, c'est vraiment une introduction plus ou moins générale, avec pas mal d'exemples. Donc, je vais introduire un peu les possibilités d'ArcGIS Pro comme plateforme d'imagerie. Comme elle a dit, effectivement, cette plateforme, elle a évolué vraiment très loin. Dans ma vie précédente, j'ai travaillé beaucoup avec PCI, Envy, AirMapper, pour qui la connu ce logiciel, AirDAS Imagine. Maintenant, toute l'analyse, disons, au 99%, je peux l'effectuer au sein d'ArcGIS Pro sans devoir quitter le logiciel, faire des analyses, faire des orthos, calculer des modèles numériques du terrain, faire plein de processing qui avant c'était vraiment un domaine des logiciels d'imagerie plus poussé, sauf bien sûr dans les radars, sauf bien sûr dans d'autres applications beaucoup plus pointues comme l'hyperspectral par exemple. Mais on va essayer de voir tout ça petit à petit. Donc la plateforme d'imagerie remote sensing, bon, les slides sont tous en anglais, mais bon, ça j'espère qu'il ne va pas vous poser des problèmes. Donc la plateforme imagerie remote sensing, il a très fortement évolué. Moi, je suis né sur ArcView 1.0 et j'utilisais ArcInfo 8.01 quand j'étais à l'université de Liège chez André Ozer. Et c'était le cauchemar. Le J, c'était de la digitalisation, point. Puis avec la version 3.1, 3.0 d'ArcView, ils ont introduit le module analyse spatiale et puis le module image analyste.
Et là, c'était déjà le premier bond pour pouvoir effectuer effectivement des analyses un peu plus poussées sur le modèle numérique du terrain, sur les premières imageries satellitaires. Actuellement, la plateforme permet de pouvoir lire tous les satellites disponibles actuellement sur le marché, effectuer toutes les analyses que c'était vraiment domaine d'autres logiciels de remote sensing à l'époque. Les 5 groupes qu'on va explorer ici, pendant ces 3 jours, peut-être demi, certaines choses, on pourra éventuellement les reprendre à 4e jour. C'est vraiment d'analyser les contenus, donc les formats, les plateformes, les modalités de transfert de données et d'analyse. Donc aujourd'hui, on va se consacrer sur les contenus. Et puis sur la gestion des images avec les Mosaic Dataset, Tile Imagery, Dynamic Imagery, donc voir comment on peut partager l'information déjà sur le cloud ou avec les clients ou avec nous-mêmes à partir des serveurs. Dans les prochains jours, par contre, dans le prochain jeudi, on va se focaliser plutôt sur la map production, analyse des données et intelligence artificielle, et à la fin, la visualisation et l'exploitation. Il y aura donc des blabla de mon côté, et entre une thématique et l'autre, il y aura des démos en live. J'espère qu'il n'y aura pas des effets Microsoft avec l'écran bleu. C'est toujours Wi-Fi. Normalement, il n'y a personne qui est connecté. Peut-être qu'il y aura des ralentissements. J'espère qu'il n'y aura pas de crash ou des choses similaires. Bon, la plateforme ArcGIS, comme elle est conçue, actuellement, on a effectivement la possibilité de pouvoir lire, emporter toutes les plateformes d'imagerie actuellement disponibles à partir de aéroportées, satellitaires, acquisition au sol à partir d'un sample de téléphone, par exemple, qu'il peut acquérir des images géocodées, ou avec une voiture style Google Street Map, ou par drone, bien sûr, on verra le troisième jour l'analyse, l'utilisation des images par drone. Raster dataset, etc., etc. Tout peut être traité dans le cloud ou via ArcGIS Online ou via la plateforme, partagé et éventuellement, et surtout, disons, analysé, accessible par le web, par des apps via le smartphone. Il y a la plateforme Excalibur que j'irai à illustrer pendant le 3e jour, je pense, et Desktop, bien sûr, pour pouvoir analyser les données avec une plateforme image serveur entreprise en fonction des possibilités que vous avez. Et ArcGIS Pro avec l'analyse, l'image analyste comme extension. C'est très intéressant de pouvoir avoir accès à toutes les nouveautés qui sont présentes sur ArcGIS à partir des sites, évidemment, Esri, où il y a toutes les informations sur les nouveautés qui ont été mise en place. Il faut dire qu'avec la version 2.7 qui a été publiée récemment, il y a quelques semaines d'ArcGIS Pro, ils ont introduit une quantité innombrable de fonctionnalités que parfois nous-mêmes, on a parfois des difficultés à suivre, surtout dans le domaine de l'analyse d'images, analyse multivariée, voxel, 3D, etc. Donc, on va essayer d'illustrer ça aussi pendant les prochains jours pour que vous puissiez avoir vraiment une overview globale des données. Donc, on va essayer de se focaliser sur le contenu, donc le type de format, la plateforme, les modalités, local cloud et services. Quel type d'image on peut supporter avec ArcGIS? Comme j'ai déjà introduit, c'est tous les formats disponibles images. Satellite, on a la possibilité de pouvoir emporter sans problème et reconnaître s'il y a les métadonnées, les images, et on verra certains exemples avec l'Ansat classique, comment ça fonctionne. Malheureusement, je n'ai pas pu télécharger les images Sentinel hier à partir d'un site Earth Explorer parce que c'était évidemment une révision des sites, donc ce n'était pas possible. Malheureusement, je vais essayer pour la prochaine fois. Données aériennes, bien sûr, données thermiques, radar, lidar, full motion video. Donc, il y a toutes des options maintenant sur l'analyse vidéo d'images pour pouvoir suivre des voitures, des camions, pour des applications qui sont nées, bien sûr, pour des buts militaires, mais il trouve plus en plus d'applications dans le domaine civil aussi. On peut lire, bien sûr, des bandes chromatiques multispectrales, données hyperspectrales, mais on ne peut pas faire des analyses hyperspectrales comme il peut faire, par exemple, le logiciel NVIDIA Iris.
et c'est vraiment dédié à ça. Idem, on peut importer les images à radar, mais on ne peut pas faire des analyses à radar poussées pour faire des analyses interférométriques, par exemple, pour détecter le mouvement du sol. C'est pas prévu à court terme, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il est en train de bouillir dans la casserole d'Esri, mais vu que l'ancien directeur d'Envy maintenant il travaille chez Esri, c'est pas impossible qu'il puisse y avoir dans les futurs aussi des applications un peu plus poussées pour pouvoir faire des analyses radar. En tout cas, je ne vais pas le montrer ici, il y a une collaboration active entre Envy et Esri, qu'Envy a développé tout des toolbox qu'on peut lire comme toolbox au sein d'ArcGIS Pro et pouvoir effectuer des analyses sur d'interférométrie aussi, avec cet échange, cette fusion entre deux plateformes, Esri et Envy. Donc, il y a pas mal de possibilités qu'on peut effectivement développer et effectuer au sein de la même plateforme. Donc, on peut lire satellites, aériennes, drones terrestres, on peut lire presque tous les senseurs possibles avec imagerie monochromatique, multispectrale, hyperspectrale, lidar, radar, bathymétrie, etc. Je ne vais pas perdre trop de temps sur ça, avec des données qui peuvent être brutes. Donc, si on importe les données brutes satellitaires avec tous les métadonnées qui vont avec, normalement, on peut avoir accès directement aux données. Accès aux données processées, donc pour modèle numérique du terrain, élévation catégoricale, donc des images classifiées aux scientifiques et images de base classiques. Les formats, on peut lire vraiment tous les formats possibles, imaginables qui sont disponibles actuellement sur le marché. Plus, je vais vous montrer certaines nouveautés qui sont très intéressantes pour la gestion d'images volumineuses avec les images proxy, ça c'est très intéressant, mais je vais y revenir. Normalement, nous utilisons, quand on récupère des images satellitaires, par exemple, des informations qui sont enregistrées en format TIFF classique, très volumineux, qui peut avoir ou pas avoir un format de compression, donc on a les RAW classiques, on a les GeoTIFF qui peuvent avoir un format de compression lossy ou lossless, par exemple avec LZW, ou pas de compression, sont très volumineux, mais elles gardent l'information d'origine du pixel. On a les formats de compression JPEG 2000 qui c'est très intéressant pour les taux de compression qu'il peut avoir sans perdre de qualité de l'image, mais les processus de compression et décompression, ça prend du temps. Donc, parfois, c'est beaucoup plus lent, bien qu'il peut avoir un taux de compression très élevé, c'est pas conseillé en général pour pouvoir l'afficher online parce que ça prend du temps, le format, pour avoir accès au format même, donc pour avoir accès à l'image d'origine. Et puis, il y a les MRF, qui ça aussi c'est Meta Raster Format, et c'est très intéressant. Il utilise le format de compression LURC, qui c'est lossless, et il permet de pouvoir vraiment gérer et réorganiser dans une certaine façon l'image même, d'une façon très intéressante pour pouvoir avoir accès, par exemple, online, aux données mêmes. Donc, l'image, la gestion des images, on peut la définir en deux grands groupes. Le management, donc la gestion, c'est avec le mosaïque dataset, donc les images soit sont brutes et on utilise une image à la fois, mais si on a la possibilité ou l'occasion, on doit travailler avec plusieurs images, la gestion, c'est nettement beaucoup plus performante si va être effectuée avec la création du mosaïque dataset qui va lire les images, on va voir dans quelle modalité, on peut faire des processus, des analyses, etc. Donc, c'est le premier groupe, donc le premier type de traitement ou analyse qu'on peut effectuer sur les images, ou orienté d'imagerie. Donc, dans le mosaïque dataset, il y a des images classiques satellitaires, aériennes, éventuellement drones. Donc, ce sont tous des sets d'images qui sont superposées une par rapport à l'autre, si c'est aérienne ou par drone, ou mosaïque bien sûr aussi. Ou sinon, orienté d'images. Donc, la gestion d'images qui sont orientées, pas seulement en vertical, mais ils peuvent avoir une orientation casuelle autour du bâtiment ou inclinée en fonction des types d'images, par exemple le LIDAR,
au sol, comme les données qu'on peut acquérir avec des voitures ou avec un appareil photo classique. Donc, ce sont les données orientées. Donc, on peut avoir une orientation pas seulement sur le vertical, mais aussi sur le horizontal. Et l'autre, c'est le Mosaic Dataset. Mais, une fois qu'on a l'image, bien sûr, on doit pouvoir la partager, sauf si on a comme commission de pouvoir faire l'image, traiter l'image, faire notre classification sur une seule image et fournir une carte à 0 à 4 sur un document. Et donc ça, c'est un processus tout à fait simple. Mais plus en plus, nous, on est obligé, dans certaines raisons, de pouvoir partager nos informations avec des personnes qui sont de l'autre côté du bâtiment, de la région, de l'État, de la planète. Donc, c'est important de pouvoir partager au mieux nos informations pour qu'on puisse vraiment les rendre accessibles à tout le monde. Donc, on peut avoir une collection d'images qu'on peut fournir, servir avec un ArcGIS serveur et les rendre disponibles sur le desktop, web et services. Pour faire ça, on peut utiliser bien sûr ArcGIS Enterprise avec le portal et ArcGIS Online pour donner accès à ça. En utilisant ArcGIS Desktop ou Pro pour fournir les images, donc les exporter comme tile ou image service comme sur le net, ou pouvoir les rendre accessibles, par exemple, pour sur ArcGIS mobile, par exemple. Les informations peuvent être bien sûr traitées, on ne peut pas seulement fournir l'image, mais on peut créer des applications et des extensions pour pouvoir rendre l'accès beaucoup plus facile, beaucoup plus immédiat, ou vraiment dédié à un certain type d'application, comme fournir une image avec l'NDVI, pour dire une chose assez banale, pour pouvoir donc donner accès à ces genres d'informations directement au client. Les capacités, les possibilités de partage sont déterminées, bien sûr, des types d'ArcGIS serveur qu'on utilise. Si nous, on a seulement un ArcGIS serveur sans image serveur, la licence image serveur, on peut partager une seule image qui sera utilisée, par exemple, comme basemap ou comme image statique. Donc, on utilisera ça comme fond d'image pour que les gens puissent avoir un référentiel et point à ligne. On a un RGB, on aura l'RGB, on n'a pas d'autres informations qu'on a. Si par contre on a installé ou accès à l'image serveur, là on peut exporter pas seulement bien sûr l'image seule, mais si on a une Mosaic dataset, on peut exporter le Mosaic dataset et le Mosaic dataset, une fois qu'il sera servi sur notre plateforme, il pourra être visualisé ou analysé comme si on analyse une Mosaic dataset sur notre plateforme ArcGIS Online. On peut partager des images collection, on peut partager des images des services layer, et ça va permettre vraiment d'avoir un dynamisme beaucoup plus majeur, beaucoup plus important qu'une simple image qui sera utilisée comme image de base. Ici, je vais faire un test, donc c'est mon premier démo. Inch'Allah, alors il faut que je retrouve, voilà. Ici, j'ai une Mosaic dataset que j'ai créé avec alors, hop, on va faire comme ça, que j'ai créé avec ArcGIS Pro. Ce sont 3 images Landsat. On verra tout à l'heure plus en détail. J'ai préparé mon Mosaic dataset. Je vais le rendre accessible à tout le monde. J'ai 2 possibilités. La possibilité d'exporter en utilisant des tiles. Donc, l'image, et ici, quand j'exporte des tiles, il y avait tous les mosaïques. Donc, comme vous pouvez voir, il y a aussi les vectoriels qui sont exportés avec. Ma faute, on apprend. Si j'aurais décoché, bien sûr, en parlant d'accessible, ça, j'aurais eu seulement les images. Peu importe, ça, c'est pas notre problème. Donc, j'ai les tiles, l'image, elle est accessible. Ça prend évidemment le temps que ça prend parce que je suis sur une Wi-Fi assez lent, mais dès que je zoome, je peux avoir accès à des informations beaucoup plus détaillées au moins en fonction des types d'images, des zooms que je veux permettre de pouvoir être visualisé. Ici, j'ai la visualisation globale. Plus en plus, je zoome, plus en plus, bien sûr, l'image qui va être exportée, il doit être détaillé. On aura une quantité de détails beaucoup plus importante, mais évidemment, le volume de l'image à exporter sera beaucoup plus grand. Ici, par exemple, je me suis limité à une échelle relativement petite, donc à un certain moment, bing, l'image va disparaître parce qu'il va occuper trop de mémoire, ce n'était pas dans le but de l'exemple. Mais ici, on a quand même donc
ce qu'on a. On a une image, mais on n'a pas accès, par exemple, à d'autres possibilités que visualiser l'image point barre. On la mettre sur Basemap. Mais si moi je vais exporter la même Landsat mosaïque comme image service, qu'est-ce que je vais avoir? J'aurai une image, j'aurai une image qui apparemment sera la même, que la précédente, n'est-ce pas? Bon, en attendant qu'il va se rafraîchir, sera la même que la précédente, mais les possibilités que je vais avoir pour l'affichage sont différentes par rapport à celles que j'ai ici. Je parle des fonctions que j'ai ici, par exemple, pour pouvoir... Muted. Unmuted. Je vais essayer de faire une refresh, peut-être c'est question de ça, parce que j'ai ouvert la page hier juste pour... c'est pas vrai. Ben voilà, c'est un petit problème. Ça, je me l'attendais. Donc, je vais essayer de sortir d'ici. Attendez une seconde. Ça va m'embêter. Non, j'ai un problème de serveur interne, donc un problème sur le serveur, désolé. Bon, évidemment, je me l'attendais. Enfin, des problèmes, oui, là j'ai des problèmes. Donc, le but c'était de montrer effectivement qu'avec une image qui a été servie comme image serveur, je vais essayer de revenir plus tard, peut-être ça va ça va se libérer. Mais une fois qu'on peut servir l'image comme image service, oui, vous aurez accès à l'enregistrement. Une fois qu'on a... Enrico, c'est pas grave, je vais regarder en interne parce que c'est un serveur de production, enfin de test plutôt chez nous. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui redémarre et pour que tu puisses montrer le résultat éventuellement à la fin, ça va. Ok. Excusez-nous pour ça, merci. Ouais. Donc, si on sert l'image, on a la possibilité, comme image de service, on a la possibilité de pouvoir choisir les nombres de bandes qu'on va visualiser. Ici, étant donné que c'est une Landsat 8, je peux faire la combinaison RGB au proche infrarouge, rouge, vert, au mi-infrarouge, au infrarouge thermique. Enfin, je peux vraiment jouer sur ça et aller un petit peu plus loin dans la visualisation, calculer des NDVI, des bandes de ratio, etc. Chose que je ne peux pas faire si je suis simplement sur une image qui a été tuilée, servie comme image, et puis on aligne. Donc ça, c'est la grande différence qu'on trouve entre une image serveur sans image serveur et une énergie serveur, pardon, avec image serveur, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la visualisation et l'exploitation des données. Bon, ben là, c'était l'exercice. Donc, avec l'image serveur, donc vous pouvez bien sûr servir les images, créer des images layer. Très intéressant, c'est qu'on peut aussi créer des scripts, entre guillemets, sur Regis Pro, par exemple, pour calculer des bandes de ratio, faire des analyses un peu plus poussées sur l'image. Envoyer cette script dans la plateforme online et pouvoir effectuer des analyses on the fly sur l'image en utilisant les scripts qu'on vient de créer en local. Donc, ça va donner vraiment accès à plein de possibilités qui avant c'était limité effectivement seulement à la visualisation de l'image comme background pour utiliser pour le but qu'on a. Mais ici on peut effectivement avec la Raster Analytics, mais ça on va aller voir le jeudi prochain, comment on peut effectivement pouvoir travailler d'une façon beaucoup plus optimale avec la possibilité de pouvoir utiliser l'image serveur. Donc vous allez servir vos images.
Comment? Ben, il y a la possibilité de servir l'image telle qu'elle. Donc, le client va télécharger, mais vous pouvez aussi servir l'image au sein d'une viewer ou d'une story map pour pouvoir vraiment donner une plus sur l'information même. Donc, pour pouvoir rendre l'image nettement plus jolie. Il y a plein de plateformes qui vont permettre effectivement de pouvoir avoir accès à vos données. Par exemple, si je vais cliquer sur les, okay, sur les, voilà, il va sortir, voilà, accessible, je vais prendre par exemple, voilà, ici j'ai sur la Norvège, c'est un service online qui va vous permettre, par exemple, d'avoir accès pas seulement à l'image, mais évidemment c'est en norvégien, désolé, c'est pas ma langue de préférence, il y a la possibilité de pouvoir avoir accès à des informations, à des modèles numériques de terrain, à des images multitemporelles sur des zones spécifiques, et donc pouvoir avoir accès à à une image beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressante que l'image de fond. Ça, c'est un exemple de service. Par exemple, si j'ai des images de 1961, ici, donc, c'est un simple service, mais qu'on peut éventuellement utiliser et il y a plein de fonctionnalités que, évidemment, il faut connaître la langue. Sinon, si vous voulez donner accès aux résultats de votre analyse, par exemple, vous pouvez fournir les informations comme StoryMap. Ça, c'est une StoryMap que j'ai créée dans le cadre d'une collaboration qu'on a actuellement avec la Commission européenne, avec la DG Environnement. Et c'est une analyse pour pouvoir faire une analyse sur l'évolution des zones humides en Europe en utilisant des données Landsat pendant une range temporelle de plus ou moins 32 années avec 5 millions de Landsat qui ont été traités par les GRC. Les résultats, vous pouvez les fournir, les rendre accessibles. Donc ça, c'est une plateforme tout à fait accessible à tout le monde pour les rendre donc accessibles et le publier. Et le client, il va avoir accès à des résultats qu'il peut visualiser, analyser. On a bien sûr les cartes dynamiques, donc on a des web maps qu'on peut intégrer à l'intérieur qu'évidemment, on peut évidemment aussi analyser, visualiser. Donc, c'est le résultat final. Donc, le story map, on peut le considérer comme l'anneau final d'une longue chaîne de traitement d'images et de données. Et ici, vous allez publier vos informations pour le rendre vraiment accessible à tout le monde. Si vous voulez vous amuser à jouer avec, voilà, je vais rendre le link accessible. C'est une carte qui est accessible à tout le monde. Donc là, vous pouvez éventuellement explorer. Donc, une façon pour pouvoir publier vos informations, c'est avec des story maps. Ou sinon, il y a des services toujours d'Esri qui vont permettre de pouvoir visualiser vos données, par exemple Sentinel. Ici, c'est une Sentinel Explorer. Vous l'avez là aussi. Qui va vous permettre de pouvoir faire des visualisations temporelles sur certaines zones. Avec le time selector, si vous allez faire clic sur une zone particulière, vous pouvez voir l'évolution, par exemple, de l'NDVI. Et évidemment, on a une range temporelle qui va de 17 avril au 19 septembre. Et la chute de l'NDVI, bien sûr, ça va correspondre à une période dans laquelle il y a une harvesting, enfin, il y a une culture qui il n'y a plus l'herbe, et donc, bien sûr, notre ratio NDVI, ça va diminuer. On peut faire des analyses visuelles avec deux images consécutives avec un slider, etc., etc. Voilà. Donc, si il y a moins de NDVI proche des zéros, bien sûr, le champ dans cette partie, il n'est pas visible. Donc, ce sont des données qu'on serve, on rend public et on peut analyser. Bien sûr, les données ici, on peut exporter, etc. Donc, ces plateformes quand même assez intéressantes pour pouvoir visualiser les données Sentinel disponibles actuellement. Donc voilà, ça c'est blablabla.
Juste une petite intervention, Enrico. En fait, j'ai trouvé ton coupable pour ton problème tout à l'heure. Le serveur a été redémarré. Okay. Bon, peut-être que continue peut-être et à la fin, tu auras l'occasion de... Ok, super. Merci, ou merci. après la pause ou quelque chose si tu veux. Oui, voilà, c'était juste pour l'info. Ouais. No problème. Ah oui, la pause. On n'a pas parlé de pause. On peut faire vraiment 10 minutes à partir des 11h, 11h10. Je ne sais pas si on n'a pas parlé de ça, Dominique, si pour toi c'est raisonnable. Ou je fais Oui, je pense. 10h, 10h10, ok. C'est parfait, vas-y. On est juste au début là. Ouais. Donc, on t'écoute attentivement. Donc, notre plateforme qui a des potentialités vraiment très intéressantes, c'est l'Atlas Living Atlas of the World, c'est notre service S3 il a permis de mettre online des données qui sont validées. Vous savez mieux que moi que si on commence à naviguer dans la plateforme, on trouve tout et n'importe quoi. On trouve plein parfois de données. Moi, j'ai cherché des routes digitalisées de la Tunisie. Je les trouve, mais parfois, j'ai pas de métadonnées qui vont avec. Je ne sais pas quand ont été digitalisées les routes, comment, à quelle échelle, qui, etc., etc. Donc, on a une vide d'informations qui c'est évidemment essentiel si on veut faire des données, avoir accès à des données à jour et fiables. Avec les Living Atlas, c'est un service qui a été validé par Esri et par évidemment les livreurs, et donc on a accès à plein d'informations qu'on peut utiliser avec une certitude 100%, qui sont des données qui sont correctes, à jour. On a accès à toutes les informations qu'il faut pour pouvoir connaître l'origine des données et la validité. Donc ça aussi c'est très intéressant comme plateforme qu'on utilise très souvent. Et par exemple, Living Atlas, je l'utilise, je vais vous montrer un exemple bientôt, pour pouvoir avoir accès aux données Sentinel-2 à jour, avec la possibilité de faire des recherches, des feuillages, les emporter, les traiter, etc., etc. Il y a plein de données bien sûr disponibles, comme le modèle numérique du terrain à très haute résolution. On ne tombe pas à 10 mètres, mais la chose intéressante, c'est par exemple, si la Belgique est intéressée à voir son modèle numérique du terrain à très haute résolution, accessible online à partir de cette plateforme, simplement, il faut prendre contact avec SRI et il faut bien sûr valider le modèle numérique du terrain, qui soit correct, aussi parfois hydrologiquement corrigé. Et là, ça sera possible d'introduire dans les Living Atlas, dans le modèle numérique du terrain global, donc il va être incrusté d'une certaine façon dans le modèle numérique global et peut être rendu accessible à tout le monde. Et là, je me permets de faire ça, c'était intéressant, mais il y a les différentes administrations qui sont là. C'est quelque chose effectivement qu'on pourrait peut-être discuter dans la 4e session. C'est la mise à disposition des données à travers la plateforme et donc vous l'exploitez de manière, comme dit Enrico, que ce soit dans toute la gamme des produits ArcGIS, quoi, et de toutes les apps associées et l'écosystème des apps ArcGIS, StoryMap, et voilà, ce serait vraiment chouette. Donc voilà, on a vraiment un panoplie, un florilège d'applications de possibilités. Il y a 5 ici, mais il y a vraiment des dizaines et des dizaines. On a vu qu'on peut donc servir nos images. Comment on va les servir? Ben, il y a la plateforme online ou sur le portail, ArcGIS Online, que c'est l'outil qui va vous permettre de pouvoir visualiser vos informations. À part le problème que j'ai eu de crash tout à l'heure, en tout cas d'inaccessibilité tout à l'heure, avec cette plateforme qui est en train d'évoluer pour l'instant. Vous voyez ici la plateforme classique telle qu'elle existe maintenant. Il y a la version bêta qui n'est pas encore, elle est déjà accessible, mais c'est pas encore l'officiel, n'a pas encore remplacé cette plateforme ici. Mais il y aura une nouvelle plateforme qui va vous permettre de pouvoir visualiser dans une façon nettement plus intéressante aussi les images. En plus, dans les données de l'imagerie, il y aura une évolution remarquable avec la possibilité de pouvoir emporter directement ces images au sein de la plateforme. Et déjà maintenant, avec la version bêta, pour qui travaille avec Photoshop, par exemple, il y a moyen de pouvoir faire des fusions entre images différentes
possibilité qui a été introduite, par exemple, dans la dernière version 2.7 d'Argis Pro, de pouvoir faire du blending, des fusions, des différences, toutes des opérations qu'on fait, on peut faire sur Photoshop, par exemple, mais ici, c'est introduit dans la plateforme. Donc, ça va évoluer aussi au niveau des Argis Pro, pardon, des Argis Online. Il y a déjà en tout cas la possibilité de pouvoir effectuer des analyses sur les images si vous avez l'image serveur et donc faire des analyses comme la visualisation. Si vous avez des mosaïques, j'espère de pouvoir montrer l'exemple tout à l'heure, de pouvoir visualiser les images avec les différents rapports en des ratios, ajuster la qualité, etc., etc., et faire des analyses temporelles. Donc, si vous avez une mosaïque dataset composée de plusieurs images qui, pendant des périodes différentes, vous pouvez servir l'image via l'image serveur et avoir ici accessible sur votre plateforme une barre temporelle, telle la même qu'on a sur Argis Pro et Argis Desktop, pour pouvoir choisir, par exemple, les données accessibles. Donc, si moi je vais visualiser ça sur MapViewer, ça c'est sur mon Argis Online, donc normalement, voilà, il ne va pas créer de gros problèmes. Ici j'ai deux images classiques. Un, c'est modèle numérique du terrain, issu des Argis Living Atlas. Donc, j'ai accès au modèle numérique du terrain de toute la planète disponible ici. Voilà. Je peux emporter les images multispectrales Landsat qui couvrent eux aussi toute la planète. Donc là, c'est les toutes dernières. Avec la possibilité de pouvoir, voilà, je peux montrer l'exemple ici, ça va peut-être plus vite qu'attendre d'avoir accès à notre serveur, de pouvoir avoir accès, par exemple, à image display. Je peux choisir, vu qu'il s'agit d'une image multispectrale qui a été servie telle qu'elle par Esri online, là j'ai la possibilité de pouvoir mettre en évidence, voilà, je veux avoir une visualisation en couleur naturelle, simplement apply et lui va visualiser les images couleur naturelle. Je peux travailler sur les stretch, donc standard deviation, et travailler sur la dynamic range adjustment, pour qu'ils connaissent, ça va vous permettre de pouvoir analyser l'histogramme des couleurs présentes au sein de cette fenêtre et balancer l'image en faisant tel qu'on a accès à une visualisation nettement meilleure, plus contrastée sur les images. Bien sûr, des images différentes qui pendant différentes périodes vont avoir des couleurs légèrement différentes, etc. Donc, on a la possibilité de pouvoir effectivement avoir accès à plein d'informations. Bon, apply, close, mais là, c'est pour les couleurs. Je peux choisir l'ordre d'affichage en fonction de l'image plus récente. Je veux que ce soit la plus, dans une mosaïque, bien sûr, la première qui soit affichée et celles qui ont été acquises peut-être les jours avant ou les mois avant sont mis en arrière. Donc, je peux jouer sur l'ordre d'affichage de mes images. Et je peux bien sûr filtrer en fonction de la date d'acquisition. Enfin, toutes les opérations qu'on peut faire aussi, bien sûr, sur Argis, on peut les faire online une fois qu'on a servi l'image via Argis Server. Et donc, ça va vraiment permettre de pouvoir avoir accès à toutes les informations qui sont présentes sur l'image même et pas avoir seulement une base map qui s'affiche comme RGB, comme je montrais tout à l'heure, pour l'image tuilée. Et donc, ça va vraiment beaucoup plus loin dans l'analyse, dans la visualisation qu'on peut effectuer à partir de notre image. Évidemment, en fonction, il y a d'autres types de petits filtres qu'on peut utiliser. Voilà, il y avait aussi les time sliders. Voilà, là, j'élimine ça. Et là, j'ai la possibilité de pouvoir, en fonction, bien sûr, de la disponibilité des images, avoir l'image plus récente ou plus ancienne. Pour qui, ben évidemment, comme on fait pour Google, sur Google Earth, maintenant, on peut faire ici aussi, évidemment, il faut tomber sur la bonne image et qu'il tombe vraiment dans la période qui est de l'affichage. Donc, voilà, ça c'est pour ce qui concerne l'utilisation de MapViewer. Vous pouvez bien sûr, bon, j'y reviens en arrière une seconde, là j'ai le problème que quand je commence à parler, le temps il vole, je n'arrête jamais. Donc vous pouvez
partagez bien sûr votre image. Là, je vais éliminer ça parce qu'il m'embête. Disable tab animation. Vous pouvez sauvegarder. Ça va être sauvé comme, par exemple, dans votre service, dans votre espace Argis Online. Vous pouvez définir la catégorie et vous pouvez utiliser cette image ici, par exemple, une fois qu'elle était traitée, dans votre ArcGIS Desktop Pro ou sur votre ArcGIS Online ou dans le Story Map, une fois que vous avez défini, ok, ça c'est une image Landsat de 1970, mettons, et je veux qu'elle soit utilisée comme fond d'écran au fond d'une carte que je veux publier. Et donc ça va vous permettre de pouvoir effectuer ce genre d'opération. On continue. Donc, une autre possibilité très intéressante, et assez récente, c'est le Wayback Swipe. C'est notre applicatif toujours online qui va vous permettre de pouvoir voir deux images acquises pendant deux périodes différentes et avec la possibilité d'utiliser cette swipe, de jouer avec cette barre pour voir les deux images avant et après. Bien sûr, les deux images, vous pouvez les sauvegarder online, les rendre accessibles donc sur votre plateforme. Donc si moi je veux lancer ça comme exemple, donc voilà, c'est partie de Living Atlas. Ici, on a deux images, une acquis 2020, le mode d'août et là 2014. Si moi je veux aller par exemple à Mons, Bing, on va voir si la Mons, oui voilà Mons. On a par exemple la fameuse gare de Mons qui a été achevée, n'est-ce pas, récemment. Je peux éliminer les références overlay et là j'ai possibilité de choisir l'image de gauche disponible évidemment sur la plateforme ici à très haute résolution et là je peux avoir la même. Évidemment ici j'ai choisi les mêmes deux dates, bon là je vais prendre 2020 et là je peux donc jouer pour pouvoir avoir une idée de l'évolution par exemple des travaux. Évidemment, il faut que l'image soit acquise pendant des temps assez réduits. Mais voilà, donc là, il y a la possibilité de pouvoir avoir accès à ça et partager, par exemple, mon image sur Twitter, Facebook, etc., etc., ou avoir accès à d'autres possibilités. Là, il faut par contre probablement que je puisse me loguer et avoir accès à, donc, à la possibilité de pouvoir exporter les données. Donc ça, c'est un applicatif online très intéressant qui utilise des images à très haute résolution disponibles actuellement. Je ne sais pas, ah oui, voilà. Ce sont des données Digital Globe, ce sont des WorldView 2, donc on a toute l'information qu'il va avec pour pouvoir avoir une information la plus détaillée possible sur les données. Donc ça, c'est notre plateforme, ça peut être intéressant à connaître. Oui, bon, vous l'aurez dans l'information. Un autre type d'applicatif qui là, par contre, va être utilisé, on utilisera sur ArcGIS Pro, et que je trouve vraiment très intéressant aussi, c'est la possibilité d'avoir accès au sein d'ArcGIS Pro directement à des images satellitaires Landsat Sentinel. Dans cet exemple, c'est l'accès à des données Sentinel-2 récentes ou pas qu'on peut afficher, on peut faire des recherches, on peut faire des filtrages et les emporter directement dans ArcGIS Pro pour pouvoir travailler avec. Donc ça, c'est notre exemple qui normalement ça doit être déjà ouvert ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici. Bon, l'accès, c'est peut-être un peu lent, donc je pars de zéro. Donc moi, j'ai ma carte de base. Je veux emporter, par exemple, des images Sentinelle sur la région de Leuven. Bon, on est en Wallonie, on fait ça alors à n'importe où. Bon, ça va, c'est vraiment n'importe où. Bon, ok, à Co. Je peux avoir accès à la plateforme Explore Raster Item, donc à partir de data. Il s'ouvre l'onglet ici. Je vais aller figer ici comme ça. Je ne vais pas avoir de problème. Je peux définir la recherche va être effectuée où.
Je vais éliminer parce qu'il peut chercher aussi les overviews. Moi, je veux la full resolution disponible. Je peux définir, par exemple, que je veux avoir la possibilité d'avoir accès aux images qui ont une couverture inférieure au 10%, donc 0,1. Je vais lancer la recherche, il fait ma query et je l'affiche. Et là, je vais avoir accès à toutes les images Bing qui sont disponibles avec une résolution, une couverture nuageuse inférieure au 10%, donc c'est 8.999, etc., etc. Je peux filtrer ou faire une visualisation, par exemple, pour acquisition date, apply, donc là, elle va me montrer les dernières images, pardon, c'est pas ça, il va montrer la dernière image qui était disponible avec une couverture nuageuse de 4.4. Donc, une fois que j'ai là, je peux l'ouvrir, là, je peux choisir de pouvoir l'afficher et il va, une fois que je clique sur le plus, je vais avoir l'image Sentinel ici, disponible à la visualisation. J'ai perdu un passage très important. Comment pouvoir avoir accès à ça? Là, j'ai accès à partir de mon catalogue. J'ai accès à mon portail. Si je suis connecté comme STBlux, j'ai accès, par exemple, à mon espace ArcGIS Online directement ici. Je peux faire des drag and drop pour pouvoir emporter mes images ou mes features service directement d'ArcGIS Pro, faire l'édition, sauvegarder et la sauvegarde, c'est directement fait online. Donc ça, c'est génial. Mais en plus intéressant, c'est pouvoir avoir accès à Living Atlas. Et ici, par exemple, je vais chercher Sentinel-2, Bing, j'ai Sentinel-2 View, je fais un drag and drop, et lui va m'emporter le Sentinel-2 View, qui c'est le même que j'utilise ici, avec les images, les dernières images disponibles. Ça va vraiment m'aider beaucoup pour pouvoir avoir accès à toutes les informations qui sont disponibles ici. Si moi je vais dans une région à moi très chère, par exemple, je peux avoir accès à toutes les images qui sont disponibles sur ma plateforme, avoir accès, par exemple, à toutes les images qui sont été acquises avec cette query et display extent sur la région. Et il y a une image qui c'est vraiment très jolie, mais je ne sais pas si j'arrive à la visualiser. Voilà, parce que là, il va évidemment définir un nouveau extent, probablement il faudra que je redémarre de zéro, mais on a accès bien sûr à toutes les images historiques qu'on peut lire, emporter, visualiser et rendre vraiment accessible. Là, il m'emporte toujours celle de la Belgique, mais c'est pas grave. Donc, c'est une plateforme qui est autre que, bien sûr, les Sentinel. Vous pouvez lire les Landsat, donc Landsat multispectral, PanSharp, et donc là aussi je fais une drag and drop et il va m'afficher ici toutes les images multispectral Landsat qui sont présentes dans la zone. Je vais fermer ça. Et voilà. Et donc là, je mets aussi la possibilité de pouvoir faire une visualisation temporelle pour pouvoir afficher les différentes images. Je fais ma recherche sur le raster. Ici, évidemment, il va me chercher ça, donc je vais éliminer le raster explorer et je vais relancer ici. Donc là, vu que j'ai sélectionné une multispectral voilà, Landsat, il va me visualiser ça. Je peux faire la recherche, la visualisation et les emporter. Donc, c'est un outil vraiment très intéressant. Je ne suis pas obligé d'aller chercher mes images dans des sites externes, mais tout est disponible directement ici. Je vais vérifier ça. Je peux choisir d'avoir les thumbnails. Voilà. Et donc là, j'ai la visualisation de toutes les images Landsat qui sont présentes sur la zone et ici, c'est pas filtré, donc j'ai tout évidemment les images qui ont une couverture nageuse aussi. Donc, Raster Explorer, c'est vraiment très intéressant. Je conseille pour qui travaille dans le secteur de pouvoir vraiment avoir accès et travailler avec pour pouvoir avoir accès à des images sans devoir commencer à chercher ailleurs. Bien sûr, les images doivent être accessibles à partir de Living Atlas. Donc, si vous allez chercher des images RadarSat de 1970 et Esri n'a pas implémenté ça dans le Living Atlas, bien sûr, vous n'allez pas trouver les informations que vous cherchez. Donc, on a vu que le partage, c'est à partir de
configurable apps, donc des applications que vous pouvez configurer avec des web apps, web app builder. Il y a des possibilités de pouvoir utiliser des outils qui sont déjà développés par Esri dans votre web app Wheel Builder pour pouvoir faire des sélections, des recherches ou des petites classifications. Ou sinon, bien sûr, pour l'utilisateur avancé, il y a des API que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer vous-même des applicatifs qui vont beaucoup plus loin dans l'analyse des images. Qu'est-ce que c'est une app configurable? Bien sûr, vous pouvez utiliser les applicatifs, les applications, les apps qui sont développées par Esri, donc pas de mal de tête, mais vous pouvez aussi bien sûr créer vous-même des applicatifs pour pouvoir les introduire dans votre plateforme de visualisation et les rendre accessibles. Par exemple, il y a des plateformes qui sont déjà été créées qui vont vous permettre de pouvoir accéder chaque fois que vous voulez partager votre information. Vous pouvez partager, créer une web app pour qui a déjà fait ça. Par exemple, on utilise souvent pour faire créer des web app builder ou des story maps. Mais dans les configurable apps, on a Interpret Imagery. Et là, vous pouvez, par exemple, créer votre viewer, par exemple, qui va vous permettre de pouvoir visualiser vos images, faire une petite classification, faire des analyses DVI. C'est très simple, ça c'est moi j'ai jamais utilisé, mais ça va vous montrer la possibilité de pouvoir donc partager votre information avec des applicatifs très simples que l'utilisateur final, le client final peut utiliser pour pouvoir jouer avec les images, avec des applications qui ne demandent pas de la programmation. Ça tombe bien, c'est 11 heures, donc je vous laisse respirer pendant 10 minutes, un café, un coca, ce que vous voulez. Et puis, on va commencer de nouveau à 11h10 pour la deuxième partie et je pense qu'on est plus ou moins dans le temps. Je vais essayer pas de me diluer dans la discussion. Et donc, voilà, on se voit à 11h10. OK?
Voilà, 11h10, on va continuer, on a une petite demi-heure, j'espère de rester dans le temps. Normalement, non, mais j'espère que vous avez de la patience. Ok, voilà, image management. Donc, on passe dans la deuxième phase. On a vu plus ou moins, en général, c'est auto-vol. Hein. Il y a les possibilités de partage, de sauvetage, de comment récupérer des données qui sont online, Living Atlas. Ça sont des plateformes qui sont en continue évolution. Donc, attendez-vous des nouveautés chaque fois qu'il y a une mise à jour. Image de gestion, donc la gestion des images. Ici, on va voir donc les images, les Mosaic datasets essentiellement, Tyler et Dynamic Imagery. On ne va pas traiter ici dans cette discussion particulière sur l'image cube, que c'est un autre secteur très intéressant d'ailleurs sur la gestion des images. Donc, on a la gestion des images et la dissémination, donc la distribution des données, qui est Argispro va permettre de pouvoir effectivement partager dans une façon assez intéressante, assez impressionnante les données online. Si on a accès, bien sûr, à ArcGIS Image Server, on a la possibilité, comme j'ai montré tout à l'heure, avec des images, avec des mosaiques datasets, par exemple, de pouvoir exporter les images, informations qui sont dynamiques. On peut appliquer des analyses raster, avec raster analytics, on verra ça la jeudi prochain, des algorithmes online directement sur les images qu'on a servi avec, à partir d'un portail ou dans le cloud, ou effectuer des images par tuile et les exporter. À partir donc dans votre portal ou dans le cloud. Mosaic Dataset. Mosaic Dataset, ça j'imagine que tout le monde plus ou moins connaît, c'est vraiment une plateforme qui va vous permettre de pouvoir gérer vos sets d'images, qui soient deux images, qui soient 350 images ou des milliers d'images, dans une façon optimale pour pouvoir effectuer des mosaïques, donc c'est mosaïque dataset, entre images, en utilisant vraiment une méthodologie qui est assez intéressante, qui reprend un petit peu celle qu'on trouvait, par exemple, sur AirMapper il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. En effet, les mosaïques datasets, on les crée, on sert d'une geodatabase, donc on a un geodatabase file enterprise. On crée cette mosaïque dataset, que c'est une mosaïque vide, mais qu'il va contenir après les images. Mais attention, on ne va pas importer les images dans les mosaïques dataset, mais ce qu'on va créer, c'est un système qui pointe vers les serveurs ou les folders ou les disques qui contiennent les images. Donc, on ne va pas faire une copie deux fois de l'image dans le Mosaic Dataset, mais l'image, ce qu'on voit à l'écran, sont les overviews, donc ce sont les pyramides, les visualisations des images qui sont enregistrées quelque part ailleurs. Et ça va vous permettre de pouvoir gérer de façon très rapide les informations. On a le Mosaic Dataset qui est composé pardon, par l'image même. Et quand nous on crée les mosaïques dataset, on peut définir déjà quel type d'image on va à sauvegarder, quel type de dataset on peut sauvegarder au sein de notre image dataset, mosaïque dataset, pardon. Donc on a un choix sur toutes les images satellitaires disponibles, entre autres. Donc si on veut créer une raster dataset sans aucun référentiel par rapport à une image, on peut choisir raster dataset, donc on peut remporter des TIFF, des JPEG, des PNG, quoi que ce soit, ou des images de n'importe quel genre. Mais sinon, on choisira, par exemple, WorldView, au Sentinel-2, au RadarSat, au QuickBird, etc. L'architecture qui va être créée dans le Mosaic Dataset, il va réfléchir les données qui caractérisent, les métadonnées qui caractérisent, par exemple, l'image même. Donc, sinon, il Landsat 8 avec
8, 9, 10, 12 canons, avec la longueur d'onde classique qui caractérise chaque bande spectrale, on aura une mosaïque dataset dans laquelle on aura déjà dans la base de données tous les champs prédéfinis qui contiennent les informations par rapport à chaque bande. Voilà, on va les voir plus en détail. Donc, créer une image, une mosaïque dataset, c'est une opération qui est vraiment très rapide. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un fichier, qui c'est celui-là, qui contient les boundaries, donc les contours de l'image, celle-ci qu'on voit ici en rouge, qui pas nécessairement va être rectangulaire ou carré, mais nous on peut modifier donc la forme de notre boundaries pour faire une sorte de clip virtuel sur l'image. Bien sûr, on ne clipe rien, ça sont des imagettes, on ne touche pas à l'image d'origine qui se trouve ailleurs sur notre disque, sur notre serveur. On aura les footprints qui caractérisent chaque image, qui compose donc chaque image où il y a une certaine superposition entre les images. Et on a l'image même composée d'RGB, mais bien sûr, on pourra choisir les différentes bandes qui composent, qui caractérisent notre information. Une fois qu'on a ça, attention bien sûr à la présence de nos data présentes dans notre image, une fois qu'on a ça, on crée notre database et là on peut visualiser, on peut faire de la classification, on peut faire du clipping, on peut faire toutes les opérations sans devoir charger chaque fois l'image d'origine. Donc si on a une mosaïque de 10 images Landsat 8, chaque image c'est plus ou moins un GDA3, on ne va pas commencer à télécharger, avoir accès à l'information sur un volume de 10 gigabytes. Mais avec les Mosaic Dataset, on peut effectivement effectuer des opérations très rapides. C'est scalable. On peut faire des multitemporels. Donc, chaque fois qu'on importe des données et dans leur métadonnées, il y a la valeur temporelle, on peut avoir des compilations d'images dans la même mosaïque dataset qui vont se superposer une sur l'autre et donc faire une visualisation multitemporelle où on verra dans la session de jeudi prochain faire une multi-analysis sur les mêmes de cette donnée superposée, donc voir l'évolution, par exemple, faire de change detection, par exemple, à partir d'une compilation d'images. On peut ajouter donc aussi autre information, donc pas nécessairement voir que des images Landsat dans notre image dataset, mais on peut ajouter des modèles numériques du terrain, on peut ajouter d'autres images qui sont superposées sur la même zone, Spot, Landsat, Sentinel-2, quoi que ce soit. Et donc, on n'est pas limité à un seul type d'image, mais on a la possibilité de pouvoir travailler avec différents types de sources pour faire des classifications, par exemple, avec de multiples informations. Bon, et on va créer les overviews. Attention, chaque fois que vous allez créer une mosaïque dataset, il va créer des overviews qui ne sont pas des pyramides sensu stricto. Les pyramides, chaque fois que vous allez ouvrir une image, un TIFF qui fait 100 mégabytes sur ArcGIS ou ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, il y a la petite fenêtre, vous voulez créer la pyramide va simplement créer des petites imagettes rééchantillonnées de la même image qui seront affichées chaque fois que vous travaillez à un certain zoom. Ça, c'est la pyramide. Les overviews, par contre, sont toujours des imagettes qui sont créées, mais vous pouvez les utiliser, par exemple, pour effectuer des classifications très rapides, par exemple, sans devoir utiliser l'image d'origine. Et donc, c'est un outil beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant que le simple visualisation par pyramide. Évidemment, on peut utiliser le Mosaic Dataset pour pouvoir effectuer des analyses d'images et il y a tous des tools accessibles à partir des raster functions qui vont vous permettre de pouvoir faire des visualisations ou des analyses très rapides sur les images mêmes. Donc, il y a les raster functions, c'est une librairie on la retrouve aussi, bien sûr, dans les geoprocessing, mais les raster functions ont la caractéristique d'être beaucoup plus rapides dans l'analyse.
Donc là, c'est enhancement. On peut effectuer bien sûr des color balancing, correction, donc faire des fusions entre les images pour avoir des seam lines, donc des passages entre une image et l'autre vraiment beaucoup plus rapide. Faire des fusions colorimétriques, parfois ça marche, parfois ça marche pas, c'est un peu particulier, mais en général, ça donne de très bons résultats en fonction du type de blending, de fusion qu'on utilise, le type de couleur qu'on va utiliser. L'affichage, on peut choisir bien sûr le type de mosaïquage. La première, c'est celle qui est en vertical sur votre vue, par attribut, par raster, ou le type de superposition. Enfin, on peut vraiment jouer comme on veut sur le mosaïque dataset pour pouvoir afficher ce qu'on veut, comme on veut, et à la résolution qui est requise. Donc là, c'est mosaïque dataset. Si je vais passer sur ArcGIS, hop. Voilà, Mosaic Dataset, c'est Change No. Donc là, c'est simplement pour montrer là les Mosaic Dataset. Donc là, j'ai les images, je peux cacher ça. J'ai les images classiques raster Landsat que j'emporte, donc sont toujours disponibles et en fonction de la bande, c'est bien caractéristique des images même. Si moi je veux, par exemple, aller à visualiser mes images telles qu'elles je télécharge en général sur Internet, donc sont visibles comme ça, on a tout le TIFF. Si par contre on a les fichiers texte qui l'accompagnent l'image même, donc contient tous les métadonnées, moi, je peux avoir accès à toutes les informations qui sont disponibles, que je peux déjà combiner entre les différents types. Et ça va m'éviter de devoir créer moi-même un multispectral en fusionnant les différentes bandes qui composent le multispectral. Je vais voir le multispectral au panchromatique, au pansharpen ici. Qu'est-ce que je fais? Simplement, je prends le pansharpen, hop, drag and drop, et j'aurai le pansharpen de l'image ici en particulier qui va s'afficher. Et donc, il crée déjà mon pansharpen sans que moi je suis obligé à devoir le créer de moi-même pour pouvoir afficher l'information. Donc voilà, évidemment là, il m'a fait un rééchantillonnage sur l'image, donc je vais pas avoir ça. Et donc je vais avoir une pansharpen de l'image, voilà, parce que évidemment c'est différent par rapport à celle que j'ai quand je vais avoir une image Landsat par contre classique multispectrale. Ici j'ai les bandes 1, 2, 3, 4 disponibles. Ici par contre, bien sûr, j'ai toutes les bandes qui composent mes données. Une fois que j'ai les trois images ici, je peux donc revenir, je veux créer mon Mosaic dataset. Simplement, comment ça marche? Je vais créer mon Landsat image Liège, je fais clic droit, je vais créer mon Mosaic dataset. Bon, je ne vais pas tout faire l'option parce que ça vient, ça va venir nuit. Et donc, je vais créer mon image, je l'appellerai comme je veux, et je peux choisir ici, par exemple, déjà pré-mâcher, disons, les données que je vais utiliser, Landsat OLI. Et alors, si je sélectionne celle-là, lui, il va déjà à créer les bandes qui composent mes images. Donc, sont disponibles chaque fois que j'emporte mon image au sein de mon Mosaic Dataset. Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est le résultat final. Donc, je vais cacher les données ici. Donc, je vais éliminer les images isolées. Voilà, ça c'est Mosaic Dataset avec les limites qui composent le mosaïque, les footprints qui composent donc chaque image, et j'ai calculé les simlines, donc il va calculer lui-même la meilleure position pour pouvoir créer une ligne de séparation entre images, pour pouvoir effectuer la fusion entre des images et pas avoir la ligne droite classique qu'on a ici. Il y a moyen, bien sûr, de faire un masque sur le node data et donc avoir toutes les informations clean à partir de trois images que si je montre, again, sur les données d'origine, évidemment, là j'ai trois couleurs différentes et c'est tout à fait différent par rapport à ce que je peux obtenir quand j'ai mon mosaïque dataset créé. À partir de cela, bien sûr, je peux effectuer mes analyses vu qu'il s'agit de
il s'agit d'une image qui contient nos données satellitaires. Je peux retravailler pour pouvoir visualiser l'analyse de la végétation, etc., etc. Donc, et l'image pointe, bien sûr, sur les trois images qui sont localisées dans mon disque dur. Donc, il pointe vers ces images-là sans devoir faire une copie de l'image même. Désolé, je dois accélérer parce que sinon ça vient trop tard. On peut créer donc Enrico, si je puis me permettre de t'interrompre, il y a une question. Ah, j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut combiner les images avec différents systèmes de référence? On peut combiner des images avec des systèmes de référence, mais c'est pas conseillé. Comme toujours, on peut emporter des images, disons, des différents systèmes de projection, mais si on veut faire des analyses de géoprocessing, c'est déconseillé parce que il faut possiblement, il faut travailler toujours avec les mêmes images, les images qui ont la même projection. Ça, c'est vraiment une obligation qu'on conseille toujours, c'est une obligation conseillée, et c'est assez important pour éviter des problèmes de décalage, parce que la visualisation, bien sûr, va être effectuée on the fly, donc les images vont se coller bien sur l'autre, mais pour faire des analyses, des classifications, non. Là, c'est vraiment déconseillé. Il faudra reprojeter les images dans la même projection, Lambert belge ou WGS, etc. Et j'imagine c'est un coût aussi en termes de performance. Hein. C'est un coût de bien sûr, parce que si on doit faire une conversion on the fly d'une projection d'une image qui fait 1 gigabyte, bon, ça prend du temps. Donc, bien que dans le dataset, on travaille avec des overviews, donc là, ça pose moins de problèmes, mais si on doit faire des classifications, là, ça, on devient mieux. Donc, c'est mieux éviter effectivement de devoir, de pouvoir combiner des images avec différentes projections. Pour ce qui concerne donc les tiling, on a vu qu'on peut faire donc des images RGB, celles que j'ai montrées tout à l'heure sur le net. Donc, ce sont des bandes à 3 bandes. C'est une mosaïque dataset singulier, c'est une seule image. On ne peut pas faire de processing et enhancement. Donc, on prend l'image, bon, on la exporte, elle est visible comme background. C'est très intéressant pour voir la possibilité de digitaliser des informations, etc. Mais on ne peut pas faire de l'analyse. Pour rendre rapide l'affichage, bien sûr, on coupe l'image en différentes tailles, des différentes imagettes, pour pouvoir donc afficher ce seulement qui est importante dans la zone qu'on visualise. La compression, c'est de JPEG ou de PNG. On a déjà vu d'ailleurs qu'on exporte en JPEG, si le taux de compression est très élevé, on a des artefacts qui vont se visualiser surtout dans des zones qui ont des couleurs assez proches par rapport à l'autre. Donc, sincèrement, j'aime pas trop les JPEG, c'est mieux les PNG, mais évidemment, c'est beaucoup plus volumineux. Pour publier simplement une image en tile, on a une autre image, on a une autre mosaïque, celle que j'ai fait moi tout à l'heure comme exemple, pas tout à l'heure, j'ai fait comme exemple pour visualiser les informations sur le net. On clique sur Web Layer, on choisit de pouvoir exporter en tile. Là, on définit le range de visibilité, ça c'est important. Sinon, on se déplace vers la droite, on aura une zoom très détaillé, donc on a une échelle très grande, beaucoup plus de détails, et le volume sera des conséquences très grandes dans l'export, parce que si on va exporter une image qui fait 1 gigabyte, on aura évidemment 1 gigabyte de données qui vont partir. Si on zoome sur la droite, sur la gauche, par contre, on aura une overview à très petite échelle, à très grande échelle, mais évidemment, on n'aura pas beaucoup de détails. À nous de pouvoir jouer entre les deux pour pouvoir avoir une idée de l'information qu'on va exporter. Et là, on a la possibilité de pouvoir afficher déjà le nombre de tailles, le volume de l'information exportée, etc. Mais on aura bien sûr une seule information. On fait une cache locale qui sera enregistrée localement et puis aussi exporté ailleurs. Bon, ça va revenir sur l'exemple que j'ai montré tout à l'heure qui s'était planté. Donc, pour vous montrer effectivement la différence entre les tiling. Donc, ici, on a le tiling de mosaïque. L'affichage est assez correct. Et ça, c'est la même image, m'a servi avec une image service.
Voilà, ça c'est la même, bon, ça change la couleur, mais c'est exactement la même image. Et par contre, là, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a plein de possibilités que ça c'est pas possible à voir quand on a une tiling. Donc là, on a déjà vu, donc je ne vais pas revenir sur les sujets. Vous allez mettre les images dans le cloud, tout est joli, tout est beau, mais évidemment, il occupe un certain espace et c'est très important de pouvoir savoir comment et quel type d'information on peut exporter. On a les classiques TIFF RAW, sont hyper volumineux, c'est pas optimal pour pouvoir exporter les données et l'affichage c'est hyper lent. On peut exporter des TIFF, par exemple, avec des pyramides. Ça, c'est déjà un affichage plus intéressant, mais c'est pas vraiment l'optimal 100%. Il y a les COG, Cloud Optimized GeoTIFF, et les MRF. Ça, c'est un format qu'il faudra vraiment prendre en compte et d'être très, très, très attentif parce qu'ils vont vous permettre de pouvoir vraiment optimiser au mieux l'image, avoir un format de compression sans perte d'information et la gestion de l'image, des tailles à l'intérieur, c'est vraiment optimisé pour les clouds. Très importante, on peut exporter les MRF, on verra aussi comment, et créer des raster proxy locaux d'une façon telle que nous, on a sur notre serveur localisé ailleurs les images, on crée des raster proxy en local. Les raster proxy sont des fichiers qui font quelques kilobytes, qui pointent vers l'image d'origine. Nous, on peut rapatrier ou créer nos raster proxy qui seront considérés par ArcGIS Desktop et ArcGIS Pro comme les fichiers d'origine. Mais évidemment, l'accès sera beaucoup plus rapide. L'analyse qu'on va effectuer, c'est comme si on était en train de travailler sur des images en local, mais sont sur les serveurs. Et c'est vraiment une façon optimisée de pouvoir travailler avec les images restaurants. Là, où je vais vous montrer. Donc là, on a l'MRF, Meta Raster Format, c'est un format qui a été créé par la NASA, sinon pour pouvoir rapatrier et travailler avec des images satellitaires dans une façon la plus optimale possible. C'est un format open source. Il permet différents types de compression lossless, donc sans perte d'information. On peut lire et écrire à partir d'ArcGIS et il va vous permettre de pouvoir créer des files en local que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler avec. Alors là, je vais vous copier ça parce que si vous avez accès à l'enregistrement, ça va être plus difficile. Voilà, tchac. Voilà, pour qui est intéressé. Enrico, je me permets de t'interrompre, il est 11h30, est-ce que c'est juste pour avoir un feedback sur ce qui te reste à Alors, il me présenter? reste une slide. Ok, Donc parfait. voilà, vous allez télécharger cette Optimize Raster. C'est une extension, un plugin qui va vous permettre de pouvoir exporter vos fichiers dans le format MRF ou tile TIFF, pouvoir créer vous-même les différents formats proxy. Et par exemple, là, je vais montrer un exemple. J'ai mes données qui sont sur les serveurs AOML actuellement, que j'ai exporté en format LRC à partir de cette extension. J'ai créé mes fichiers proxy ici que je vais à visualiser. Donc, je vais ouvrir mon ArcGIS Pro, proxy dataset, non. Je vais ouvrir mon proxy. Donc, je vais à lire simplement les fichiers proxy qui font quelques kilobytes et les images que vous allez avoir ici, en réalité, sont les images que vous voyez ici sont stockées à OML. Les fichiers que j'ai lus sont des fichiers proxy que, notamment, je peux essayer de les visualiser ici à la vitesse de la lumière. Donc, je prends c'est pas ça. Pardon. Workshop, imagery, exercises, proxy dataset. Voilà, donc là, j'ai les proxys
qui sont, voilà, vous voyez bien ici, c'est autant de 4 mégabytes sont des données qui sont créées en cache localement. Normalement, les caches sont créées chaque fois que j'affiche une image sur mon ArcGIS Pro, mais les images qui sont ici sont en WebML. Je peux les prendre, je peux créer mon Mosaic Dataset, donc, et je peux créer mon Mosaic Dataset à partir des proxys sans devoir avoir mes données en local. Et donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir afficher et visualiser, travailler avec des images sans devoir avoir ça en local. Ça, c'est très intéressant parce que quiconque vous voulez partager une information avec une cliente, vous avez vos images sur le serveur, vous lui envoyez les proxys, lui va télécharger 100 kilobytes, 200 kilobytes d'informations et il peut avoir accès directement à l'information. Voilà, ça c'est moi, si moi je vais zoomer, je vais avoir tout ça directement. Évidemment, elle va créer la cache. La première fois, c'est un petit peu lent. Mais une fois qu'elle a créé la cache, voilà, elle a créé la cache des données qui sont stockées à OML. Et là, j'ai accès à l'information comme si c'était une information classique. Donc, j'ai accès à toutes les données, à la valeur du pixel, toutes les métadonnées. Donc, c'est une méthode vraiment très intéressante. Et si vous allez à convertir ça en format LERC, c'est encore plus intéressant. Donc, voilà, c'est Optimize Raster. C'est une petite extension que vous allez à installer et vous pouvez donc choisir les types d'export output que vous voulez obtenir pour créer soit seulement les raster proxy qui sont sauvés en local dans le dossier XY pardon, ça c'est en local dans le dossier XY et ici par contre vous allez choisir de pouvoir travailler. Bien sûr, si vous avez des données enregistrées sur Amazon, Azure et Google Cloud, vous pouvez créer des proxys là-bas. Par exemple, toutes les images Landsat qui sont visibles ici, que moi j'ai téléchargées, sont enregistrées dans un serveur Azure. Si j'ai la connexion accessible, je peux avoir accès aux données sans télécharger mes images de Landsat, mais simplement en téléchargeant mes raster proxy et les visualiser et faire les processus comme si j'avais les données en local. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, désolé, j'ai l'habitude de me diluer un petit peu trop, mais j'espère que vous avez eu quand même une petite aperçu et si vous êtes devenu fidèle, on se verra là le jeudi prochain. Ok. Merci Enrico. Juste deux, trois petites informations. Donc jeudi prochain, donc pour la deuxième session, c'est à la même heure, de 10h à 11h30. La session portera sur l'analyse et l'intelligence artificielle avec les principales thématiques qui sont que Enrico abordera. Donc c'est les fonctions raster, la détection des changements, les indices spectraux, suitability analysis, analyse des aptitudes en français, l'analyse multidimensionnelle, la classification des images, le deep learning et l'intégration à TrainV ArcGIS Pro, donc un programme très ambitieux. Et donc voilà, on a mis dans le chat quelques liens, notamment avec deux ressources qui me semblent à mon avis intéressantes. Enrico, mais tu peux peut-être ajouter quelque chose. C'est le livre d'ArcGIS sur l'imagerie. Donc c'est la version numérique. Pour ceux qui connaissaient, ce livre a été édité en version papier, mais ça c'est la nouvelle vision au niveau de la plateforme. Et aussi, si vous voulez démarrer et prendre en main les outils, vraiment il faut aller sur learn.argis.com, donc c'est le lien qui figure dans le chat, prise en main de l'imagerie, comment démarrer avec ArcGIS et l'imagerie. Donc ça c'est assez bien pour remettre le pied à l'étrier. Ce sont des exemples parfois exotiques, mais en tout cas c'est pas mal pour prendre et c'est un peu de faire ce qu'Enrico vous a présenté aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous et à jeudi prochain. Ok, voilà, ben, j'ai rien ajouté, merci pour la T'as rien ajouté, présence. ouais. Désolé pour les timings, la prochaine fois sera plus ou moins la même chose, donc considérez bon faire de 10 minutes plus, de 10 minutes minimum, parce qu'il y aura vraiment plein d'exercices que je vais montrer, ça sera plutôt vraiment de blabla, de live que de la théorie. Donc voilà, sinon à la prochaine fois. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et à la prochaine.